Bonjour Wally Bordas, Bonjour. bienvenue dans la conversation et merci d'avoir accepté cette invitation. Wally Bordas, vous êtes journaliste politique et correspondant parlementaire au Figaro. Aujourd'hui, nous allons parler de votre dernier livre publié aux éditions du Rocher, Histoire secrète de l'Assemblée nationale, coup de sang, intrigue et jeu de pouvoir. Cette assemblée siège depuis 1798 au Palais Bourbon, construit pour la duchesse de Bourbon, l'une des filles de Louis XIV. Nous allons remonter l'histoire de cette institution, de la Chambre des députés à l'Assemblée nationale, de la Troisième République à nos jours. C'est une véritable fresque historique que vous nous offrez en nous livrant des anecdotes et des histoires secrètes. Et votre manière de la raconter nous donne la sensation d'y être. C'est très très agréable et puis surtout on y apprend énormément de choses. C'est un livre passionnant. Alors là, je vais reprendre certains de vos mots. Hurlement, coup de poing, insulte, brouhaha, cacophonie, vacarme, ambiance orageuse, véhémence, ambiance délétère. Et on va découvrir quelques épisodes qui vont illustrer tout ça. Racontez-nous notamment cette drôle de Marseillaise le 1er décembre 1947. Alors c'était à cause d'un communiste, Raoul Calas, un député de l'Hérault, qui est exclu de l'Assemblée nationale par le président. Et en fait, il ne souhaite pas sortir de l'hémicycle. Et donc, il va être protégé, en quelque sorte, par tous ses amis députés du groupe communiste, donc femmes et hommes, qui se mettent autour de lui, qui empêchent les gardes de le sortir de l'hémicycle et qui trouvent une astuce pour empêcher les gardes d'avancer et de s'emparer de Raoul Calas pour le sortir de l'enceinte parlementaire. Ils chantent la Marseillaise. Et donc, lorsque l'on chante la Marseillaise à l'Assemblée nationale, la garde doit rester figée, ne peut pas avancer. Et donc, ils se mettent à chanter la Marseillaise et ils le font à plusieurs reprises, de sorte que la garde ne peut pas avancer et est obligée d'attendre la fin de la Marseillaise pour faire quelques pas. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, la garde puisse s'emparer de Raoul Calas, le sortir de l'enceinte de l'Assemblée nationale et que les choses rentrent dans l'ordre. Mais ça, c'était assez savoureux, je trouve, de voir cet homme qui se pose, qui savoure un sandwich. C'est assez amusant. Alors, vous nous livrez quand même la conclusion d'un philosophe, Jean Barsalon, qui dit l'obstruction communiste a une signification profonde. Rien ne peut la lasser parce qu'elle sert à entretenir au dehors le moral de masse. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose aujourd'hui ? Totalement, c'est vraiment ça. On a revécu exactement la même chose pendant la réforme des retraites, il y a un peu plus d'1 an maintenant, quand les Insoumis ont fait un blocage très clair sur le texte du gouvernement, avec des milliers et des milliers d'amendements. Et en fait, ils se servaient en quelque sorte de ce qui se passait à l'Assemblée nationale, à la fois dans leur prise de parole, dans leur véhémence aussi, pour alimenter ce qui se passait dans la rue, où il y avait des manifestations assez grandes qui croissaient de jour en jour. Et donc, effectivement, c'est une technique qui existe depuis longtemps, de se servir finalement de l'Assemblée nationale comme du tribune pour faire passer ses idées et nourrir en quelque sorte la rue, les revendications populaires. Encore plus aujourd'hui, alors ça fait des années, mais que les débats sont retransmis à la télévision, vous pensez ? Tout à fait, tout à fait. En plus, aujourd'hui, il y a, même dans les commissions qui avant n'étaient pas du tout télévisées, il y a des vidéos qui filment les députés. Et donc, les députés, si je puis dire, déposent des amendements pour pouvoir prendre la parole et pour pouvoir ensuite poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a des députés qui ont des centaines de milliers, voire des millions de followers sur des plateformes comme X, ex-Twitter. Je pense à Louis Boyard qui, voilà, dès qu'il prend la parole dans l'hémicycle, sa prise de parole n'est pas vue seulement par les plus de 500 députés qui sont présents, ou pas d'ailleurs, mais par des millions de followers qui regardent ça sur les réseaux sociaux. Alors, il y a eu cette dispute aussi qui se transforme en duel à l'épée le 21 avril 1967. Ça, je pense que c'est important d'en parler. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier duel à l'épée auquel on a assisté en France.
Effectivement. Alors, il y a eu plein de duels à l'épée Oui. à l'Assemblée nationale, mais celui-là, c'était le dernier. Et ça part, en fait, c'était interdit, hein, déjà, il faut le dire. Oui. C'était déjà interdit depuis un bon moment. Et ça part d'une simple petite altercation, finalement. Déjà, ça part de François Mitterrand, à la base, qui commence un petit peu à invectiver certains parlementaires. Et donc, il y a un accrochage entre deux députés, René Ribière, député gaulliste, et le maire de Marseille, et un socialiste, Gaston Defferre, tout à fait. Un accrochage qui se passe dans les tribunes, enfin sur les bancs de l'hémicycle. Et en fait, à la sortie, salle des 4 colonnes. Alors Gaston Defferre lui dit quand même « taisez-vous, abruti ». Voilà, taisez-vous, abruti. Mais aujourd'hui, ça paraîtrait presque rien comparé au débat qu'on voit chaque jour à l'Assemblée nationale. Et en fait, ils sortent de l'hémicycle, salle des 4 colonnes, là où il y a tous les journalistes aujourd'hui, la salle qu'on voit à la télévision tous les mardis, notamment lors des questions au gouvernement. Et René Ribière va voir Gaston Defferre et lui dit « Je vous demande réparation ». Et Gaston Defferre, qui est il est assez habitué finalement, il sait combattre, il sait manier le fer, lui dit il n'y a pas de problème, je trouve ça ridicule, mais battons-nous, rendez-vous demain. Surtout que l'autre ne sait pas. Surtout que René Ribière ne s'est jamais battu. Et qu'il va se marier en plus. Et qu'il va se marier le surlendemain. Et donc le lendemain, contre l'avis du président de la République, le général de Gaulle, qui a tout fait pour éviter ce duel, contre l'avis des autorités évidemment avec les policiers qui patrouillent, qui essaient de trouver l'endroit où se passe ce duel, ils arrivent à fausser la vigilance de tout ce petit monde pour se retrouver dans un jardin de Neuilly-sur-Seine et pour faire ce duel au premier sang. Donc c'est quand même très dangereux, il peut y avoir des morts, hein. Il y a eu des morts sur des duels au premier sang, où Gaston Defferre l'emporte très facilement face à René Ribière, qui avait eu seulement une petite journée pour s'entraîner. Et donc sous l'œil d'une caméra, on peut encore revoir ce duel aujourd'hui sur YouTube. Oui, tout à fait, avec des journalistes qui étaient un petit peu cachés derrière des fourrés. Et donc Gaston Defferre l'emporte, mais René Ribière peut quand même se marier le lendemain avec un bras avec une grosse attelle. Et Gaston Defferre conclut de cette phrase en disant je sais, dans le Parisien, 3 jours plus tard, il dit « Il a pu se marier, c'est très bien, mais il reste un abruti, c'est congénital ». Oui, et puis trouver ça grotesque et démodé. Mais oui, c'est assez particulier. On en avait entendu parler de ce duel, mais on ne savait pas dans quelles circonstances. Alors, autre période plus récente, et non des moindres, vous l'avez d'ailleurs intitulé « Les tranchées du Palais Bourbon », donc 9 février 2023, violence verbale. Hein, Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Louis Boyard qui hurle sur... Alors, c'est toujours les mêmes, on a l'impression. Hein. C'est toujours les insoumis, ça ne s'appelle pas les insoumis pour rien. Oui. Effectivement, c'était pendant la réforme des retraites, donc une période de tension assez forte. Comme je disais tout à l'heure, vraiment une violence verbale pour alimenter la colère de la rue. Effectivement, Louis Boyard, donc c'est un jour de tension. Erwan Balanant, qui est un élu de la majorité, donc du MoDem, qui lui fait savoir qu'il n'a pas apprécié l'un de ses tweets. Et Louis Boyard qui sort de ses gonds et qui lui demande de fermer sa gueule à plusieurs reprises en criant devant plusieurs journalistes présents, devant des élus. Et donc il y a une altercation assez forte qui se conclut même avec le patron l'un des patrons, le coordinateur des Insoumis, Manuel Bompard, qui vient en rajouter une couche en lui disant « barre-toi ». À l'élu MoDem Erwan Balanant, ça redescend très vite, hein, comme très souvent à l'Assemblée nationale, mais c'était un épisode de tension assez forte dans un moment assez... la réforme des retraites, c'était 2 semaines vraiment dans des tranchées, hein, très clairement, des élus épuisés qui siègent du matin au soir,
qui se couche très tard, qui se lève très tôt, donc avec des nerfs mis à rude épreuve. Alors, est-ce qu'on leur accorde des circonstances atténuantes? Non, non. D'ailleurs, je pense même que comment dire, ces écarts verbaux des insoumis ne sont pas incontrôlés. Je pense que c'est volontaire. C'est stratégique. Voilà, c'est stratégique. Et en l'occurrence, ce ferme ta gueule de Louis Boyard, il fait écho aussi à plein d'autres événements qui ont eu lieu depuis le début de cette législature. Alors, comment vous l'expliquez justement? Vous en parlez très bien dans votre livre, que de tels incidents se multiplient depuis cette législature. Déjà, on est dans un contexte de majorité relative, où chaque vote peut tourner d'un côté comme de l'autre, du côté du gouvernement comme du côté des oppositions. On est dans un contexte où on a 70 députés insoumis qui sont à l'Assemblée nationale. 70 députés insoumis. On se souvient de la précédente législature où ils étaient 17 et où déjà ils arrivaient à faire des sortes de happenings. On se souvient de François Ruffin qui aujourd'hui paraît être devenu un modéré par rapport aux nouveaux insoumis. Et donc c'est une stratégie très claire, assumée, de bordélisation de l'hémicycle par cette frange de l'hémicycle, qui est tout à fait assumée et qui en plus n'est pas permanente. C'est-à-dire que moi je me souviens très bien des débats sur la loi immigration où je n'ai pas entendu un mot de travers des insoumis, parce que ça n'était pas leur combat, la loi immigration. Ils voulaient laisser les débats filer tranquillement presque, alors que pendant la réforme des retraites, c'est eux qui ont été au combat, c'est eux qui ont fait parler d'eux. Sur le conflit Israël-Hamas que l'on voit aujourd'hui, ils ont envie aussi d'être présents parce que politiquement, c'est leur stratégie que d'obtenir les votes des personnes qui sont touchées par ce qui se passe là-bas. Alors ça, on peut en parler, puisque c'était l'objet d'une de mes questions, mais est-ce que vous en parlez? Ce qui s'est passé mardi, donc là aujourd'hui on est le 31 mai, on était le 28 je crois, et Sébastien Delogu qui s'est illustré en dégainant, en brandissant le drapeau palestinien. Oui, c'est un épisode qui je pense va marquer l'histoire de l'Assemblée nationale. C'est un épisode de tension assez forte. C'est interdit? C'est interdit, c'est totalement interdit, effectivement. Ce n'est pas la première manifestation interdite venant d'un insoumis, mais là, ça se fait dans un contexte particulier d'importation du conflit Israël-Hamas en France, avec des manifestations dans les rues tous les jours, avec une tension quand même très forte. Des réactions assez épidermiques en pleine campagne européenne. Et effectivement, il y a ce geste de Sébastien Delogu qui brandit un drapeau palestinien. Je me souviens même de son regard. 2 minutes avant son geste, il lève la tête vers la tribune de presse et il fait ça. Comme s'il prévenait un journaliste qui était au courant qu'il allait faire son geste. Il y a ce geste-là. Et puis il y a aussi ce qui suit, avec des altercations assez fortes, notamment entre l'insoumis David Guiraud et les députés des Français de l'étranger, dont Israël Meyer Habib. Meyer Habib qui va voir les journalistes, qui leur dit « Mais pourquoi vous interrogez David Guiraud ? C'est une honte, ne lui donnez pas la parole. » Alors justement, parce que c'est une stratégie, comme vous l'avez dit, des insoumis, de provoquer à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour pouvoir ensuite que la presse s'empare immédiatement de ce qui s'est passé. Alors est-ce que Meyer Habib a bien fait, pas bien fait, peu importe, ce qui suit en tout cas. Ce qui suit est inacceptable. On a un David Guiraud qui pousse Meyer Habib, donc physiquement. Qu'il tutoie. Qu'il traite de porc. À plusieurs reprises. Voilà. La connotation antisémite est quand même assez flagrante. Il n'en est pas à ses premiers... Et il n'en est pas à son coup d'essai. On a un Meyer Habib qui... Meyer Habib, ses réactions sont plutôt naturelles quand même sur
il réagit en quelque sorte avec le cœur. Moi, Oui. c'est un élu que je connais bien et qui a un côté un peu sanguin, un peu sentimental aussi, et qui, lorsque l'on parle d'Israël, ne peut pas se... Surtout en ce moment. Voilà, surtout en ce moment, ne peut pas se taire. Donc effectivement, il vient de voir Stade des 4 colonnes. Il fait la même chose quelques minutes plus tard avec Sébastien Delogu. J'ai une scène à laquelle j'ai assisté également. Sébastien Delogu qui réagit bien plus calmement que David Guiraud en demandant juste à Meyer Habib de le laisser parler aux caméras. Mais voilà, on sentait, moi j'étais juste à côté, on sentait que ça pouvait basculer, ça pouvait partir en altercation physique très forte. Et heureusement que à ce moment-là, le personnel de l'Assemblée est là pour s'interposer. Parce que très clairement, entre David Guiraud et Meyer Habib, on était à 2 doigts d'en venir aux mains. Alors, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, j'allais dire en permanence, mais quelle devrait être la posture d'un député? Est-ce qu'il y a une posture type d'après vous? Est-ce qu'on est député juste à l'Assemblée nationale ou est-ce qu'on est député et on incarne ce rôle et on l'est à l'Assemblée nationale mais aussi à l'extérieur de l'Assemblée nationale C'est la grande question. D'ailleurs, alors quelle doit être la posture? Je pense que les règles qui existent dictent en quelque sorte la posture que doit avoir un député. Il y a des règles, ne serait-ce que sur la manière de s'habiller, la veste est obligatoire, tenue correcte exigée en quelque sorte. Il y a des règles aussi de comportement. C'est pas pour rien que des députés ont été exclus de l'Assemblée comme Sébastien Delogu oui, mais en même temps, il y a quelques jours. Les sanctions sont tellement... on en parlait tout à l'heure. Alors, vous m'avez appris qu'on pouvait les réformer, tant mieux, mais elles paraissent ridicules, en fait, au regard de ce qui s'est passé. Elles paraissent ridicules. Alors, certains estiment qu'elles sont trop sévères. Alors, rappelez quelle a été la sanction. Alors, Sébastien Delogu a écopé de 2 semaines d'exclusion de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il ne peut plus remettre un pied dans l'hémicycle, ni même dans son bureau du Palais Bourbon. Il est privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant 2 mois. Voilà, il ne peut plus s'exprimer à l'Assemblée. C'est la 3e fois depuis le début de cette législature qu'un élu a cette sanction-là. Il y avait eu un autre insoumis, Thomas Porte, qui avait écopé de cette même sanction pendant la réforme des retraites parce qu'il avait mis son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, ministre du Travail à l'époque, et qu'en fait, il avait refusé de s'excuser dans l'hémicycle, donc ça avait fait des interruptions de séances successives, ce qui avait poussé la présidente et le bureau de l'Assemblée à l'exclure. Et sanction aussi dont avait écopé Grégoire de Fournas, le député RN, qui avait crié « Retourne en Afrique » lorsque un député insoumis, le député Bilongo, s'exprimait. Donc où il y avait une confusion entre le bateau et le député, et où il y avait eu aussi une interruption de séance très longue. Donc voilà, c'est la 3e fois. Il y a eu, je crois, plus de 150 sanctions depuis le début de la législature. C'est énorme. Il y a une énorme inflation de sanctions. Donc c'est vrai que votre question, elle est légitime. Est-ce que, vu qu'ils sont sanctionnés mais ils continuent, est-ce qu'on ne devrait pas muscler les sanctions? Mais en même temps, que faire de plus? Est-ce que on peut les priver de leur mandat? Est-ce qu'on peut réinstaurer la prison du Palais Bourbon? Alors justement, j'allais vous la poser, on en a parlé tout à l'heure. Vous disiez, ça donne envie de revenir en arrière et de réhabiliter. Alors elle a plusieurs noms, alors la chambre d'arrêt, le petit local, le petit cachot, la cellule de dégrisement, dans laquelle a passé 24 heures le comte Armand Léon Baudry d'Asson, qui était un député de Vendée et royaliste. Mais est-ce que vous pensez que ça servirait à quelque chose de la réhabiliter Eh bien, je ne pense pas. Déjà, parce qu'on va raconter cette histoire du comte Léon Armand de Baudry d'Asson, qui effectivement, lui, il avait écopé de la sanction de 2 semaines d'exclusion, qui était l'avant-dernière sanction à l'époque. Et il s'était introduit par une porte dérobée dans l'hémicycle, malgré cette interdiction de venir au Palais Bourbon, et ça s'est terminé en bagarre générale.
Et il a fini, du coup, dans la prison, qui a été renommée cellule de dégrisement à l'époque, mais c'était pas du tout pour les députés alcoolisés. Mais en fait, le problème, c'est que voilà, il a passé toute une nuit dans cette cellule de dégrisement. Le problème, c'est que le lendemain, c'est devenu un héros national. Toute la presse n'a parlé que de lui, et tout le monde s'est dit c'est un résistant. Cet homme nous rend fiers. Et donc, ne prenons pas de risques. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, parmi l'électorat des Insoumis, moi, comme j'étais mardi, j'étais sur place, donc j'ai pris des vidéos. Et je vois très bien les réactions de l'électorat insoumis qui disent « Sébastien Delogu est un héros, c'est formidable ce qu'il a fait », puisque, en fait, finalement, il l'a fait en direction d'un certain électorat, de certaines personnes qui confortent finalement dans leurs idées. Et donc, je pense que si on réinstaurait la prison, peut-être que, effectivement, les élus qui y passeraient une nuit seraient érigés en véritables héros pour une partie de la population. Donc peut-être que ça pourrait être contre-productif. Alors, est-ce que vous pensez qu'à l'instar du député Renaissance Patrick Vignal, que les images de l'Assemblée fassent monter la violence dans la rue? C'est un manque de civilité, un manque d'exemplarité. Est-ce que la classe politique est affaiblie ou c'est aller trop loin? Je pense que la classe politique est affaiblie, très clairement, par ces images, parfois ce manque d'éducation, peut-être même de manque de respect. En revanche, est-ce que ça fait monter la violence dans la rue? Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que oui. Pendant la réforme des retraites, on l'a vu. Leur violence verbale faisait monter les violences lors des manifestations. Certains disent que non. Certains disent que la violence n'a jamais été aussi forte que lorsque les débats étaient calmes à l'Assemblée. J'ai un élu LR qui me racontait il y a quelques jours, un élu LR qui est là depuis 2 mandats, qui me racontait pendant les Gilets jaunes. Il me disait en fait, pendant les Gilets jaunes, on était en contexte de majorité absolue. Il se passait absolument rien à l'Assemblée nationale. Et pourtant. Tout était calme. Et c'est là qu'il y a eu la France a été à feu et à sang. Et il me disait aujourd'hui, regardez, c'est vrai que l'Assemblée est tempétueuse, il se passe des choses tout le temps. Pour autant, la violence dans la rue est moins importante. Donc c'est pas forcément un baromètre pour vous? Donc je suis partagé mitigé, en tout cas. D'accord. Alors il y a autre chose qui a disparu et c'est bien dommage, c'est l'éloquence. On avait Victor Hugo, on avait Jaurès. C'est assez frappant. Ouais. Ah oui. Et c'est assez frappant. Moi, je ne suis pas les débats parlementaires depuis si longtemps finalement. Je les suis depuis 2 législatures. Mais quand on se plonge dans les archives, comme je l'ai fait pour écrire ce livre, on se rend compte que, par exemple, le comte Armand Léon de Baudry-Dasson, lorsqu'il fait son coup d'éclat, il le fait avec verve, il le fait avec classe. Je ne vais pas le féliciter. Il a de l'étoffe. Voilà, il a de l'étoffe, il a de l'éloquence, il a du verbe, il a un verbe haut. Oui. Sébastien Delogu, il y a 2 jours, lorsqu'il fait son coup d'éclat, ça n'est pas verbalement brillant lorsqu'il vient s'exprimer devant les journalistes après. Ça manque en quelque sorte de classe. Et c'est voilà. Et finalement, ça reflète, je trouve, ce que l'Assemblée nationale est devenue aujourd'hui. On n'a pas une recherche. Alors, on ne va pas généraliser. Il y a des élus qui ont énormément d'éloquence, mais de manière générale, on n'a pas une recherche du bon mot, une recherche de la bonne formulation. Une recherche du grand discours. Le phrasé qui convient. Du phrasé qui convient. Voilà, je dirais que c'est quand même souvent assez bâclé. Ça s'explique peut-être par plusieurs choses. Moi, je l'ai vécu lors de la précédente législature. Donc c'est pas uniquement du fait des Insoumis, par exemple. Lors de la précédente législature, on a un nombre très conséquent d'élus de la société civile qui sont arrivés avec l'élection d'Emmanuel Macron. Et donc, c'est des gens des gens très intelligents, mais voilà, qui étaient dans le monde de l'entreprise, qui n'avaient jamais pratiqué l'art oratoire, et qui sont arrivés à l'Assemblée nationale et qui, effectivement, ne savaient pas forcément prendre la parole. Pareil pour les Insoumis, c'est des gens qui, peut-être un peu plus, même, ils sont d'anciens militants. Donc, et puis ça reflète aussi ce qui se passe
aujourd'hui. Le langage a changé. Exactement. Et avant, surtout, dans la classe politique, il y avait énormément d'avocats, de professeurs émérites, enfin voilà, de gens qui avaient l'habitude. Qui savaient manier le verbe. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Oui. Alors, on a des orateurs. Hein. Moi, par exemple, je trouve que sur les rangs de la droite, il y a de très bons orateurs. Je trouve qu'Aurélien Pradier, par exemple, député LR, est un très bon orateur. Je trouve sur les rangs de la gauche, il y a de très bons orateurs. Le président du groupe communiste, André Chassaigne, lorsqu'il prend la parole, a de très beaux discours. Et pas plus tard qu'hier, je l'ai entendu en faire un. Sur les bancs du RN, le jeune Jean-Philippe Tanguy est également un amateur de bons discours. Donc il n'y a pas que de mauvais orateurs à l'Assemblée nationale. Il y a des personnalités qui montent d'ailleurs. Mais le niveau a baissé. Voilà. Bon, alors, tout le monde n'est pas Victor Hugo. Alors, il paraît que Victor Hugo les préparait, mais les apprenait pas par cœur, alors que Jaurès les apprenait par cœur. Mais ça durait, il paraît, 3 heures. Donc c'était long et c'était des vrais concours d'éloquence en fait. Donc oui, ce serait peut-être plus possible en tout cas dans le contexte d'aujourd'hui. D'autant que le règlement aujourd'hui interdit un élu de parler plus d'un certain temps. Donc forcément ils sont un peu plus contraints, ce qui n'empêche pas de faire, je pense, de beaux discours. Pendant la réforme des retraites, il y a eu des discours assez remarqués. Je pense à celui de François Ruffin, qui est aussi quelqu'un qui aime bien manier le verbe. Je pense à Gabriel Attal, il y a des ministres qui aussi maîtrisent très bien l'art oratoire. Mais voilà, c'est moins fréquent. Et il faut attendre un moment quand on est dans les tribunes de l'Assemblée pour entendre quelque chose de marquant. Et c'est dommage parce que je crois encore que... je vous le disais tout à l'heure, j'ai un côté passéiste, mais c'est vrai que regarder ces hommes politiques à l'Assemblée nationale discourir, c'était un exemple. Et on les regardait avec... je crois qu'on a eu tendance à idéaliser, en fait, le statut. Et qu'on ne peut être que déçu, en fait. Mais il y avait cette exemplarité. Et là, on a l'impression que finalement, il y a une forme d'identification. Et peut-être que oui, c'est ça qui est dommage, cette identification possible. Il y avait une forme d'admiration de l'homme politique, même si on ne partageait pas ses idées. Alors que là, l'admiration, elle est moins de mise. Elle est beaucoup moins de mise. Certains... moi, pareil, j'ai les deux... j'ai les deux sons de cloche. C'est-à-dire que j'ai les gens plutôt, effectivement, conservateurs, en tout cas conservateurs dans le côté... dans le côté respect, le côté institution. Voilà, oui, exactement. Mais c'est une institution, c'est un temple quand même. Tout à fait, donc il y a ces gens-là, mais il y a aussi les gens qui disent il faut que l'Assemblée nationale ressemble au peuple. Et évolue. Et le peuple n'est pas forcément en costard-cravate, ne s'exprime pas forcément bien, et donc ils disent c'est ce que voilà, par exemple sur Sébastien Delogu, on revient sur l'actualité. Mais je voyais des personnes qui disaient il nous rend fiers parce qu'il est comme nous. Bon, donc on peut débattre effectivement. Voilà, on peut débattre de façon et moi je n'ai pas forcément d'avis figé sur le sujet. Mais je peux comprendre les deux points de vue en fait. Oui, c'est vrai. Non, vous avez raison. Alors on va parler d'un événement, d'un triste événement. Il s'est dit des choses inaudibles. On est le 6 juin 1936. Léon Blum vient d'être élu président du Conseil pour la première fois, après avoir réussi quelques mois plus tôt à rapprocher, là je vous cite, les différentes sensibilités de la gauche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, Léon Blum est élu président du Conseil. On est dans un moment de tension assez fort, comme l'Assemblée peut en connaître, puisque c'est le jour où il vient prononcer son discours de politique générale. Et donc faire voter la confiance par les députés. Donc c'est quelque chose qu'on vit encore aujourd'hui, quand Gabriel Attal est venu il y a quelques mois le faire. Et en fait, donc c'est une période, vous l'avez dit, 1936, il y a une montée de l'antisémitisme. Et donc Léon Blum fait son discours, va se rasseoir au banc des ministres, et il y a un député qui s'appelle Xavier Vallat,
assez connu pour ses positions antisémites, qui monte au perchoir et qui fait un long plaidoyer avant de conclure en disant il y a une autre raison qui m'empêche, Monsieur Blum, de voter la confiance en votre gouvernement, c'est vous, parce que pour la première fois, ce pays sera gouverné par un juif. Et donc stupéfaction sur les rangs de la droite, de la gauche, enfin un petit peu dans tout l'hémicycle. Léon Blum est blanc, blême, oui, voilà, vraiment dites, blême. Oui. Il ne s'attendait pas à une telle sortie. Et le président de l'Assemblée essaye de reprendre un petit peu la main, de faire en sorte que Xavier Valade s'excuse, mais Xavier Valade va encore plus loin après dans ses propos. Et ce qui est assez marquant finalement, donc après le président de l'Assemblée fait un discours pour dire moi je ne connais ni juifs ni je ne connais que des Français. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'apparemment dans les colonnes des différents journaux le lendemain, on ne parle pas de cette sortie antisémite, on ne parle que d'un incident parlementaire qui a causé une interruption de séance, et alors que dans la presse d'extrême droite, à l'époque, cette citation est reprise énormément, et que Xavier Valade reçoit des centaines de lettres le remerciant de ces mots. Bon, on est en 1936. Tout à fait, on est en 1936, et c'est là qu'on voit qu'en fait, quand même, l'histoire de France s'écrit vraiment à l'Assemblée nationale. Complètement.